que cette fois, maintenant, on va reculer. Donc, je prends appui avec mon pied et je bascule sur mon épaule. Ça donne ça. Okay. J'ai la hanche qui est levée. Et là, maintenant, il faut que je recule un petit peu. Donc, mon pied va se rapprocher et ma hanche va reculer. Donc, pas besoin de lever la hanche avec une grande amplitude, juste un tout petit peu. La difficulté, c'est de garder son pied au sol, en contact avec le sol, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir reculer ma hanche. Donc, je suis ici, attention à ne pas passer sur le dos. On connaît beaucoup qui font ça, et qui ensuite le font sur le côté. Non, on commence vraiment assis et on bascule sur l'épaule, comme on vient de faire juste avant. Je bascule, je lève ma hanche, et là je recule mon pied. Et je repose ma fesse. Je suis dans l'axe, je prends appui avec mon pied, je suis sur mon épaule, je recule mon pied et je repose ma hanche. Donc là, si vous n'avez pas contact avec votre pied, voilà ce que ça va donner. Et là, ce sera compliqué pour revenir. Donc il faut que vous ayez toujours votre pied, un pied en contact avec le sol, parce que le sol, lui, il ne bouge pas. On va se mettre sur le côté. D'accord, bien sur le côté. Donc là, on va reprendre notre pied en diagonale. Et on va faire le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. D'accord, alors on dit ça. On va accentuer le mouvement. Et pour pouvoir faire 180 degrés, il faut limiter les frottements qu'on a avec le sol. Donc pour ça, on va lever la hanche. Et c'est ça qui va m'aider à avoir un minimum de frottement pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc, quand je suis installé, je regarde le mur du fond. Et quand je termine mon mouvement, je regarde encore le mur du fond. Ça donne ça. Donc vous avez vu, je n'ai pas la plus qui Donc, je prends appui avec le sol. L'épaule, la jambe, le pied opposé en diagonale. D'accord? Je vais utiliser une petite rampe de lancement avec ma jambe, c'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre devant, sinon vous limitez votre rampe de lancement. Je vais la mettre un petit peu derrière. Et là, ce que je vais venir faire, au ralenti, ça donne ça. Vous voyez, j'ai ma hanche qui se décolle. Donc je décolle la hanche, je pivote sur le dos et je me remonte toujours en regardant le mur. Donc bien rempli, minimum de frottement. Ça c'est le 180. On va travailler le gainage. D'accord? Parce qu'on va terminer assis. La difficulté, c'est dans la rotation, il va falloir se mettre assis. Donc, je commence comme ceci. Et là, j'ai fait tout. Non, c'est le tapis. Ça vaut des points, ça? Notre artistique, oui, peut-être. Donc, je pars, et dès que je lance ma hanche, en fait, je prends le réflexe de me redresser. Donc, c'est là qu'il va falloir faire travailler les abdominaux, de travailler le gainage pour pouvoir se redresser. D'accord? Et dès que vous êtes redressé, le but, c'est de garder votre équilibre pour pouvoir terminer votre rotation et faire votre 360 degrés. Donc, je suis ici, je vais bien maintenant, je me redresse. Si, j'étais là. Un peu plus que 360. Ok? Alors on y va alors. Ça sera le on a peu de distance. C'est d'avoir la décision de lever ses hanches en l'air et de les monter au maximum. Vous allez vraiment chercher une grande amplitude avec vos hanches. Plus vous êtes plus vous pouvez le mouvement et plus vous sentez le travail de la garde. Donc un mouvement comme ça, mon prof à l'époque avait appelé chandelle traction. Moi j'ai fait la chandelle parce qu'on met des hanches. Et traction parce que vous allez voir qu'on va avancer, on va utiliser la vitesse, on va transférer. On va l'utiliser verticalement et on va l'utiliser. Ça donne ça. Là, je rebascule et j'avance. Okay? Ça, c'est le mouvement, on va dire, basique. Donc, le principe, c'est vraiment lever les hanches, mais de ne pas avoir les jambes tendues. Parce que, on peut faire des gymnastiques. Et puis, surtout parce que quand on fait des triangles, on n'a pas les jambes tendues. Et généralement, on a les jambes comme ceci. Comme ceci.
Donc ça, c'est la deuxième partie. La première partie, on fait comme une pied de bras, parce que pour la pied de bras, c'est pareil. Des fois, il faut aller les chercher bien haut, les pieds de bras. Donc, quand on le fait, on lève bien les hanches, et on a les jambes liées. Les genoux pointent vers le plafond. Donc là, vous voyez, je suis carrément limite sur ma ligne d'épaule. Donc, je monte, je redescends, je transforme ma vitesse, et j'avance. D'accord? Donc, je suis assise, et je rapproche mes fesses au niveau de mes talons. C'est ça qui me permet de faire l'exercice en avançant. Prenez ma hanche, fermée, redescendre et avancer. Encore, comme ça. Ça, c'est une erreur. Vous êtes comme ça. D'accord? Là, vous êtes tout sur votre pied. Là, vous êtes une modification. Et là, vous êtes sur la cheville. Et la cheville, c'est une articulation qui bouge. Alors que là, je suis vraiment sur le tibia. C'est une des explications des talons soufflés. Maintenant, on va faire un dernier petit exercice avant vraiment s'attaquer à la partie technique. Là, vous l'avez fait en mode dynamique, c'est-à-dire qu'on monte, on redescend, c'est facile. Là, maintenant, on va monter, puis on va y rester. Puis on va se déplacer en temps. C'est totalement statique. Tu te souviens de ça, Dim? Déplacement sur les épaules? Ça va. Là, c'est cossu déjà. Et maintenant, je vais avancer. Ouais. Donc, vous allez redescendre. Donc, la difficulté, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre en l'air. Essayez d'écarter un petit peu vos jambes, de vous détendre au niveau des jambes. Et ensuite, on utilise les bras et on passe. Hop, et j'avance. Et on ne met pas les mains là, bande de tricheurs. Le but, c'est toujours d'aller chercher la solution, de faire abandonner son adversaire par des clés ou par des étranglements. Donc on passe par des positions de contrôle. Et ces positions de contrôle, vous les connaissez parce qu'elles existent aussi au judo, pour ceux qui font du judo. Mais elles sont, on ne va pas dire revisitées, parce qu'on est un peu dans le même principe, mais c'est vraiment le travail des hanches là-dessus. Okay, donc, elles ont juste un nom qui est un petit peu différent. C'est la croix, la montée, le dos. Croix, facile. Et si on regarde au bout du ciel, eh ben, on forme une croix. Okay. Ne me demandez pas les noms japonais, moi je ne les connais pas. Ça pour moi c'est la croix. Et en Portugal et il faut utiliser 100 kg. Ouais, 100 kg, c'est ce qui me semblait. Là. Position montée. D'accord. Hop, stop. Il y a une position intermédiaire entre ces deux positions-là. On ne voit pas très souvent, mais qui existe. C'est le genou estomac. Donc ça, c'est très sympa après le repas. C'est donc genou sur mon partenaire au niveau de l'abdomen. Et surtout, le plus important, c'est que le deuxième genou doit être levé. Il n'est pas levé, ce n'est pas un genou estomac. Ça, c'en est un. Okay, c'est la petite subtilité qu'il faut connaître si vous faites du mouvement par exemple. Dernière position, et la plus classique, enfin pas la plus classique, mais on va dire c'est la particularité du sol, c'est le dos. Le dos, il y a deux positions, soit elle est assise, soit elle est en position 4 pattes. D'accord? Position 4 pattes. Comme ceci. D'accord? Donc pied enclenché, donc c'est vraiment les pieds au niveau de l'aine, de part et d'autre. Ça, non. Non plus. Oui. Il faut qu'il y ait les deux. D'accord? Et les pieds là, on ne les croise pas. Jamais. Jamais. Ouais, ça fait mal. Non, on va le faire. Parce qu'il y a une clé dessus et que ça fait très mal. Voilà. Bonne raison. Donc voilà, on a vu en gros les différentes positions. Donc quand vous faites la compétition, le but c'est d'aller obtenir ces positions-là si on n'arrive pas à faire donner son adversaire sur des clés ou des étranglements. Soit type lutte, soit type sambo, tout ce que vous voulez, ce qui va faire que j'amène mon partenaire au sol. Et quelle que soit la façon dont il va y arriver, sur les fesses, sur le dos, sur je sais pas, sur le ventre, ça peut pas être. Enfin, ça ne valide pas les deux points. Ça c'est la première action. Vous avez une deuxième action, c'est ce qu'on appelle le renversement. Alors ça c'est une notion qui est assez compliquée. Ce que je peux comprendre pour des judokas, de comprendre la notion de renversement. La notion de renversement, c'est moi je suis sur le dos,
Et j'ai réussi à renvoyer mon adversaire avec un genou et à monter sur les genoux, sur les fesses, etc. Ça, c'est la notion de renversement. Il y a une position qu'on n'a pas abordée, qui ne rapporte strictement rien du tout, mais qui est une position très stratégique, c'est la position de la garde. Quand on fait du sol, en général, on a deux catégories de combattants. Donc, la position de la garde. Et les deux catégories de combattants, c'est soit celui qui va passer la garde, soit celui qui va travailler de la garde. Okay. Donc, généralement, quand vous tombez sur des bons judokas, on va dire, il y a plus de gens qui aiment travailler en dessous que de gens qui aiment travailler au-dessus. Okay. Mais il y a de très bons judokas qui sont les jiu-jitsu brésilien, qui sont très forts au-dessus. Ils aiment justement passer les jambes. D'accord? La garde. La garde, il y a différentes gardes. Garde ouverte, garde fermée. Garde fermée, garde ouverte. Pas compliqué. Fermée, ouverte. Ok? Donc, garde fermée, c'est quand même assez limité comme travail. Pour une garde ouverte, c'est énormément développé. La garde ouverte, à partir de là, vous avez différentes gardes qui ont été remis au bout du jour par des gens. C'est pour ça qu'elles portent des noms un peu particuliers. D'accord? Sur les Sata, c'est les de la Riva, les Midgard, etc., etc. Donc du coup, ça développe tout un jeu de travailler la garde et pouvoir ensuite éventuellement renverser ou éventuellement soumettre. Okay. Moi, c'est une position que j'aime bien travailler en dessous. Et des choses qui sont importantes au niveau de la garde, c'est... maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du combat. On se fait souvent saisir ici à partir de la garde. D'accord. Après, c'est les attitudes qu'il faut avoir. Moi, quand je suis en dessous, j'aime bien imposer mon jeu, mais j'aime pas qu'on me saisisse. Donc, en fait, j'enlève ce qui me dérange. Okay. Je vais peut-être prendre d'accord, pour cela. Parce que je le vois beaucoup par rapport à des gens qui font du Newaza et qui viennent du judo et qui n'ont pas forcément les bonnes attitudes au niveau de la garde. Okay. Donc j'ai vraiment envie de vous expliquer le vrai concept de la garde et surtout votre position et comment elle doit être et comment elle doit être correcte si vous voulez vraiment garder votre stabilité et travailler à partir de là. Déjà la première chose qu'on apprend chez des gens qui débutent, c'est celui qui est dans la garde là, déjà les mains elles dépassent jamais la ceinture. Parce que dès que je vais commencer à lever mes bras, je vais prendre des jujis à gauche et à droite. Okay. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, si je fais ça, ne serait-ce que de faire ça, en fait je déplace tout mon poids de corps. Là au sol, l'important c'est mon équilibre, puisque lui son but c'est de me renverser, on est d'accord? Donc ça va être tout dans l'équilibre. Si je commence à faire ça, je déplace mon poids de corps vers l'avant. Donc ça veut dire que tout mon poids de corps n'est pas là. Alors là, je suis ultra stable comme je suis comme ça. On est si souvent comme ça, on est vraiment très stable. Donc là, pour pouvoir me renverser, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous. Si par contre je commence à faire ça, ça veut dire qu'en bas là, il n'y a plus de poids, et s'il n'y a plus de poids, bah, peut-être que je vais me faire faucher. Comme je l'ai fait, le renversement que j'ai fait sur ce main. D'accord? Donc, quand je vois beaucoup de gens qui sont dans la garde comme ça et qui viennent se lever sur leur partenaire, c'est une grave erreur. Parce que là, tout mon poids est vers l'avant, il y a juste à me faucher, ça part. Votre stabilité au sol, on dit souvent, quand on fait du Newaza, d'avoir sa base au sol. Sa base au sol, c'est 3 mots. Et ces 3 lettres, c'est SMS, super simple partenaire. S, stabilité, M, mobilité, S, sécurité. La première chose, c'est votre stabilité au sol. Quand je suis ici, là, le but pour moi ici, c'est évidemment de passer les jambes. Évidemment, les jambes, elles sont attachées derrière. La meilleure solution pour pouvoir ouvrir les jambes, contrairement à tout ce que je viens de vous expliquer, c'est le suivant. Parce qu'on va jouer avec la gravité. Donc il y a un petit mouvement qui est comme ça. C'est pas le but du stage, hein, mais je vous l'explique pour que vous compreniez bien. Le but, c'est de lever son partenaire. Parce qu'elle, elle va être en conflit avec la gravité. Vous voyez comment je l'ai ouvert? Juste en la levant, la gravité, tac, et elle redescend. Eh ben, donc, tu pouvais le faire avec notre ami. Je le fais pas avec les gens de 90 kg. Parce que la gravité, elle marche aussi. Hein. Donc, c'est pour que vous compreniez. Détends-toi des gens, je te sens toi. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des fois des exceptions, c'est-à-dire qu'on est obligé de monter quand même les mains et de dépasser la ceinture.
saisir la manche, donc un petit peu au-dessus. Et vous voyez, il n'y a pas mon poids qui se déplace. C'est juste des saisies, c'est simple. 1, 2, tac. Ok, pour pouvoir se lever. Donc la bonne attitude, c'est d'être assez redressé par rapport à votre partenaire. Plus vous allez mettre de la distance un petit peu avec votre partenaire, et mieux ce sera pour vous de pouvoir sortir de là. Plus vous allez vous coller et plus elle va revenir. Merci. Alors, quand on a un partenaire comme ça, il va commencer à poser ses mains sur moi et ça, j'aime pas ça. Donc, avant de monter ma propre structure, il faut que je casse la structure de mon partenaire, puisque lui, son but, ça va être toujours de venir m'ennuyer. Voilà, ce genre de choses. Très pénible. D'accord? Donc, quand vous avez quelqu'un qui commence à vous ennuyer comme ça, il faut absolument enlever ce qui vous gêne. Ok? Pourquoi? Parce que moi, je suis un petit gabarit, je suis toujours confronté à l'entraînement avec des gens qui sont d'un gros gabarit. Si je le laisse s'installer et faire ce qu'il est en train de faire, vas-y, bah, au bout d'un moment, je vais ouvrir forcément. Je ne peux pas résister, c'est impossible. Donc, j'ai mis en place, enfin après c'est à force de m'être entraîné, j'ai mis en place que des principes pour enlever toutes ces saisies qui m'ennuient en fait. Et je le dis tout le temps à mes élèves, enlevez ce qui vous ennuie, enlevez ce qui vous gêne. Parce que là, c'est pas lui, c'est pas à lui que je vais laisser la possibilité d'ouvrir ma garde, c'est pas lui qui va décider quand est-ce que ça va ouvrir. C'est moi qui vais décider. Et ça, c'est toute une histoire de stratégie et de prendre du temps d'avance sur lui. Parce que si moi je décide de suite d'ouvrir, il a un temps de retard sur moi. Il va me qualifier parce que c'est moi. Alors que si là, je le laisse faire son travail, je suis déjà en défense. Pour pouvoir éviter qu'il ouvre ma garde et ensuite faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc, quand je suis confronté avec des gens comme ça, bah, par exemple, s'il veut me lever, donc il va venir saisir les 2 pans de kimono, hop, voilà, et généralement il va sur la manche. Voilà, pourquoi me lever là. Magnifique, on redescend. C'est pour voir si tu sais le faire. Donc, quand vous tombez face à quelqu'un qui commence à vous saisir et que ça vous ennuie ça, parce que cette main-là, elle a 2 rôles. Soit elle va être utilisée pour pouvoir vous lever comme on vient de le faire, soit elle va être utilisée pour pouvoir vous pousser et vous empêcher de vous rapprocher. Donc quand vous avez un partenaire qui fait ça, il y a un petit moment qui est super simple. Terminé. C'est ça, quelque chose quoi. Donc, on va commencer par ça, pour que vous compreniez bien. Voilà. Alors, pourquoi on saisit les 2 pans de kimono? On pourrait dire, bah, il n'y a qu'à saisir qu'un seul pan de kimono. Bah non. Pourquoi? Parce que quand on saisit les 2 pans de kimono, bah, ça règle la stabilité de gauche à droite. S'il n'y a plus qu'un seul pan de kimono, bah, ça dégage à gauche. D'accord? Donc, il est obligé de saisir les 2 pans de kimono pour avoir une très bonne saisie. Et c'est là que j'aime ça, moi. Donc, je prends le pan de kimono du côté du pouce. Et je ne vais pas tirer sur le côté droit, je vais dans le sens de la saisie. Donc là, c'est en diagonale. Et tu pèses combien? On pèse 55. Okay. Donc il a beau serrer comme un malade, ça va sauter au bout d'un moment. Hop. Et ensuite, il suffit de dégager la deuxième main pour pouvoir ensuite faire votre travail. Ok? Ça, c'est la première main. Donc là, on a dégagé la première main. Deuxième main. Généralement, voilà. Alors, bien au niveau de la hanche. Voilà. Alors, ça c'est très pénible, ça aussi, à enlever ça. 2 possibilités. On va commencer par 2 possibilités. Soit vous êtes suffisamment fort, et je dis tout le temps, 2 bras contre 1 bras. Jamais je vais pouvoir faire ça. Il est trop fort pour moi. Donc, c'est toujours avec 2 mains. Là, je saisis la toile du kimono, pas de doigt à l'intérieur, d'accord, doigt à l'extérieur, et j'arrache. Si ça ne fonctionne pas, vous avez une deuxième possibilité qui est de passer la main, là, comme ça passe, c'est facile. Mais quand il pose la main ici, ce que je viens faire, c'est ça. Je saisis, et au moment où je glisse les doigts, en fait, je donne des petits accros avec ma hanche. Et automatiquement, hop, tiens, je suis passé. Je viens ressaisir sur mon propre poignet, et j'arrache. D'accord? Et j'enlève les saisies comme ça. Ok? Donc, première main.